Bon, j'ai pas le micro-cravate, j'espère que ça va aller quand même. Donc on divise le poids par la taille au carré. On multiplie la taille par la taille. Tout le monde sait ce que c'est avec le carré. Hein, et ça sert à diviser le poids. Bon. Et on obtient un chiffre qui va de, on espère quand même pas trop en dessous de 14-15. Parce que là, on est vraiment, vous voyez, le mini qu'on a dans le tableau, c'est une personne d'1,90 m qui ferait 45 kg. C'est rare parce qu'1,90 m, c'est plutôt un homme. Et les anorexies sévères font moins chez les hommes. Mais par contre, chez des femmes, une femme d'1,60 m qui descend à 45 kg, là, on est loin de la réalité. Dans les anorexies, dans les vraies anorexies, des femmes d'1,60 m peuvent descendre en dessous des 40 kg. Hein. Ah oui, hein? Oui, on peut arriver, on arrive en anorexie. Alors l'anorexie pour nous, c'est un truc qui sera extrêmement dur à régler. On peut accompagner quelqu'un qui est anorexique. Mais en général, les anorexiques, c'est une catégorie de pathologie avec quelques autres qui viennent pas pousser notre porte. Les anorexiques, en général, la personne en anorexie finit à l'hôpital parce que sa famille l'y emmène. Anorexie, on dit obésité morbide, anorexie morbide, c'est même pas la peine de dire anorexie morbide, ça va avec. Hein. Donc ils ne consultent pas beaucoup, mais on peut avoir effectivement des femmes d'1,60 m qui descendent à 35-34 kg, c'est-à-dire que là, c'est l'hospitalisation. Hein. Puis à l'extrême aussi, ce tableau, il n'inclut pas l'obésité morbide. On peut avoir quelqu'un d'1,90 m, le maxi c'est 90 kg, donc un homme d'1,90 m, il va souvent dépasser ça. Donc le tableau est incomplet, mais il y a tellement de tableaux qui existent sur Internet que vous verrez. Dans tous les cas, de toute façon, le chiffre de la division, il sera compris entre moins de 18, 18 à 25. Tout ça étant, je vous en doutez bien, c'est pas la peine de tout préciser, plus ou moins. Si je déborde un peu dans le jaune, je suis pas dans le jaune. Hein. C'est une fourchette. Et les diététiciens, les médecins s'en servent pour savoir si on... C'est pour se rendre compte si on est complètement hors de la fourchette ou pas. Bon, les causes, là on va y arriver. On va parler un peu de tout ça. Les causes de surcharge pondérale, il y en a plein. Hein. À l'alimentation déséquilibrée. L'autre reportage auquel je pense, le sucre. Bon, et vraiment le reportage était étonnant, bluffant, que même moi d'ailleurs, ça m'a fait changer une partie de mon alimentation. Alors j'ai pas de problème de surpoids, mais c'est de comprendre que... parce que si on n'est pas au courant, on croit que le sucre, il n'y en a que dans le sucre. Ah, mais moi, le sucre, j'ai pas de problème, je mets plus que des sucrètes dans mon café. Oui, mais c'est qu'une toute petite partie du sucre. La dame me dit ça en buvant une canette de coca. Tu vois, les sucres blancs, il y en a peut-être une quinzaine dans une canette de coca. C'est étonnant, hein. Donc, l'expérience, c'est simple. Tu prends un verre de 33 centilitres d'eau, tu mets 15 sucres à côté dans la soucoupe, tu les mets dans le verre d'eau et tu dis à la dame, vous pouvez boire ça? Ah, bah c'est votre soda. Il n'y a juste pas le goût du coca. D'un soda. Et donc voilà, on va se rendre compte qu'il y a des gens qui viennent dans notre cabinet et ils vous disent non, mais moi je mange bien, moi je connais la diététique, moi j'ai pas de problème. Et la dame, au bout d'un moment, ou le monsieur va vous dire qu'elle boit plus d'une bouteille d'1,5 litre de coca par jour. Donc, fais rapidement le calcul en kilos de sucre, là tu sors ta réserve de sucre, tu dis tiens, ça c'est votre coca. À part ça, vous mangez quoi d'autre? Ça remarque que ça marche très bien ça, hein. Tu poses tes kilos de sucre et là tu dis ah bah ça c'est votre semaine alors en fin de compte. Donc c'est impressionnant. Alimentation déséquilibrée, calories trop riches, hein. Les plats tout faits, bon moi je ne vais pas faire un cours de diététique, c'est pas mon boulot, je suis pas spécialiste, je suis pas du tout calé là-dedans, mais c'est sûr que si tous les midis vous mangez, tous les soirs vous faites manger à toute votre famille des pizzas achetées en grande surface, des moussaka achetées en grande surface avec le lait et tout, c'est-à-dire que là, vous prenez l'application Yuka aujourd'hui, hein. Tu prends ta barquette de moussaka, tu fais Yuka et tu dis waouh, j'ai failli manger ça, dis donc. Il y a tout ce qu'il ne faut pas, quoi, en grosse quantité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas manger une moussaka de temps en temps. Le danger, c'est de manger que ça. Oui, il vaut mieux la faire soi-même. Mais en tout cas, on va avoir ça à gérer. Suivant vos compétences, vous pourrez conseiller. Tant mieux, hein, si vous avez les compétences pour conseiller un peu les gens en alimentation. Mais c'est ça, moi, ça me semble être compliqué. Je suis content de ne pas avoir choisi nutritionniste, diététicien comme métier. Là, c'est la méthode Frédéric Châtaignier qui fait ça. Elle fait de la nutrition. Ouais,
Ouais. J'ai une copine qui l'a fait. Ouais, mais je ne sais pas comment c'est aujourd'hui. À une époque, les gens qui passaient par la méthode Châtaignier, il y avait de l'hypnose, l'histoire de l'anneau gastrique, et à côté de ça, elle vendait des nutriments, des boîtes d'aliments. C'est-à-dire qu'effectivement, moi je peux faire, je ne sais pas si c'est ce qu'elle fait aujourd'hui, mais si je dois faire 4 séances d'hypnose et faire manger à la dame que des protéines, c'est sûr que l'hypnose va marcher. Hein. Non, elle cuisine énormément, et c'est beaucoup avec des farines de sarrasin, de châtaignier. Bon, de châtaignier, bah oui. Châtaigne, pardon. Ah non, voilà. Ça, c'est vrai, elle essaie de caser du châtaignier. C'est très biocop, quoi. Enfin, bah, ma copine a perdu. Mais c'est sûr, si vous trouvez un moyen de faire rentrer votre patiente ou votre client, si vous arrivez à le faire rentrer dans une alimentation que vous lui guidez et qu'il va suivre, bah, vos séances d'hypnose vont vachement mieux marcher. Hein. Bon, bien sûr. Mais on va voir que c'est généralement pas notre clientèle. Nous, on n'attire pas trop cette clientèle-là, malheureusement. Et puis on va voir qu'il y a plein de clientèles. Je l'ai dit tout à l'heure, le surpoids, j'ai mis hypnose perte de poids, hypnose... Je n'ai pas mis surpoids, parce qu'il y a des gens qui viennent pour perdre un petit peu de poids, ils sont pas en surpoids, ils ont juste besoin, le type il veut perdre 4-5 kilos, là, parce qu'il a changé de pantalon depuis un moment. Ouais, non, mais il peut y arriver, mais il a besoin d'un petit coup de main, parce qu'il a du mal à se motiver, donc là, ça va être facile de l'aider. Ouais. Mais c'est des demandes qu'on a aussi. Bon, dysfonctionnement glande endocrinienne, bon, bah là... faut quand même suggérer à cette personne que peut-être il faut, si elle ne l'a pas fait, qu'elle aille consulter, parce que si elle essaye de changer son alimentation et qu'elle paye plein de gens comme nous pour l'aider, alors qu'en fait peut-être elle a un problème de thyroïde, hein, à voir. Troubles du comportement alimentaire, anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, et les autres troubles du comportement alimentaire, bon, boulimie, hyperphagie, peut-être tu vois, mais il y a plein de gens qui ne voient pas du tout la différence. Dès que tu grignotes, tu es boulimique. Ah, tu dis, qu'est-ce que tu manges, t'es boulimique? Ah non, boulimie, c'est une pathologie, etc. L'hyperphagie, on va mettre là-dedans, ça va être beaucoup de notre clientèle. C'est des gens qui, on va dire qu'on a des crises ponctuelles qui font que pendant un moment de la journée, on mange beaucoup. Souvent, ça va être après 17h, 17, 18h. Ça dure maximum 1 heure ou 2, et ça s'arrête. C'est pas une bouffe toute la journée. C'est des gens qui peuvent manger très bien, ils font attention, ils ne mangent pas de marc, de bulletin, ils enlèvent le sucre. Ils font de la diététique, ils sont chez eux vers 17h, il n'y a personne, ils arrivent, il y a un petit coup de blues, et là, et ça se reproduit tous les jours. Tu arrives à ce truc, hein. Ils en souffrent, hein, ils te disent que c'est une vraie misère. Hein. Et là, on est comme dans l'alcool, c'est-à-dire, ils voient arriver, on en parlera tout à l'heure, ils voient arriver la crise, et il y a un moment, la crise est passée entre les deux, état modifié de conscience, totalement. Ils racontent que pendant qu'ils mangent, il n'y a plus de conscience qui sont... Et hop, et quand c'est fini, qu'ils retrouvent tout ce qui reste de ce qu'ils ont mangé, la culpabilité arrive, la boucle infernale. Mais voilà, on va plutôt dire qu'il y a des gens qui ont des crises d'hyperphagie, et d'autres qui, oui, c'est bon, ils vont plutôt dans une boulimie, le petit-déj c'est déjà parti, tout est gargantuesque du matin au soir. Nous, on ne veut pas faire des catégories, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de comprendre où est le problème de cette personne pour qu'on puisse mettre en place des stratégies. Bon, évidemment, des problèmes d'insuline, mais là, ça ne nous regarde pas non plus. Les facteurs génétiques, bon, de plus en plus, on croit ce qu'on veut, mais qu'il semblerait qu'au bout du compte, dans mon surpoids, le facteur génétique, il n'a pas tant que ça d'importance, et que l'environnement en a beaucoup plus, par contre. Où je suis, avec qui je vis, est-ce que mon conjoint ou ma conjointe me met en stress, est-ce que je vis dans un milieu social ou un autre, est-ce que j'ai les moyens de faire des courses de bonne qualité, est-ce que je suis stressé dans mon boulot, ce sont d'énormes facteurs de... Et on va le voir après parce qu'ils vont jouer sur le... Et on va revenir aux mêmes histoires que d'habitude en fait. Dans pas longtemps, on va retomber sur la même conclusion que d'habitude. Il faut que ça ait du sens. Il y a un vide. Dans les problèmes de surpoids, comme dans l'alcool, comme même dans la clope un peu, hein, il y a une histoire de vide. Et souvent, on va voir dans la nourriture, c'est aussi un vide. Il y a souvent on va décider que tout ce qui touche à l'alimentation, on va toujours dire souvent. On va jamais souvent, toujours, tu vois. On va toujours éviter de dire jamais. On va éviter dans l'alimentation, toujours, à chaque fois, de mettre les gens dans une catégorie. Parce que même si on prenait la boulimie, on pourrait encore trouver des sous-catégories. Et chaque cas est différent. Ne vous dites pas, là j'ai un joli boulémique devant moi, je sais ce que je vais faire. C'est quelqu'un qui est en boulimie, qui a envie d'arrêter, qui est en train de comprendre qu'il faut arrêter, qui a déjà commencé à changer des choses, qui a déjà essayé plein de choses, qui n'a pas envie d'essayer des choses. Comme dans les addictions, quoi. Hein. Tu vois bien, oui, parce que tu en as, toi, dans ton... Globalement, il y a les addictions. Là où tu vas, il y a un service qui s'occupe des addictions. Globalement, ils viennent tous pour la même raison. Mais quand tu les discutes avec eux, tu te dis, ouais, je ne peux pas faire la même chose avec chacun. Hein.
C'est pas la même. Bon, allez, c'est parce que la personne perçoit inconsciemment un manque intérieur dans sa vie à un moment donné qu'elle utilise la nourriture. Là, je reprends aussi un peu des généralités. J'ai envie de dire que tout ce que je pourrais écrire, tout ce que je pourrais dire et tout ce que vous allez lire sur le poids, c'est toujours vrai, c'est toujours faux, quoi. Gardons-nous de dire, j'ai lu un truc qui dit que les gens qui mangent trop, c'est parce qu'ils ont un vide affectif. Tous? Alors là, sûrement pas. Ça peut être culturel. On pourra en parler tout à l'heure. Je me rappelle une dame qui avait... C'est vrai, des problèmes avec la... Aujourd'hui, ce qui posait un problème, c'est le rapport qu'elle avait à la nourriture. Et on a retrouvé assez rapidement qu'en fait, elle vient d'une famille plutôt du sud, dont une partie vient d'Afrique du Nord, mais c'est juste pour situer la culture. On se réunit autour de la bouffe, on se réconcilie autour de la bouffe, on s'aime autour de la bouffe. Donc évidemment, elle n'avait pas de problème avec la bouffe. Au contraire, la bouffe, c'est un moyen de régler les problèmes. C'est festif, c'est joyeux. Quand on aime, on mange. Quand on aime la personne, on mange qu'elle nous sert. Quand on aime les gens, on leur redonne à manger. Tu vois bien qu'à un moment, ça pose un problème. Dans d'autres familles, manger, c'est la corvée, quoi. On mange que des trucs. Même si on mange beaucoup, c'est des trucs qu'on n'aime pas forcément. Il faut manger, faut pas. Depuis qu'on est petit, faut pas parler en mangeant, faut finir son assiette, faut pas en laisser. Faut quand même pas laisser avec tous les pauvres qu'il y a dans le monde. Plus je mange, moins il y a de pauvres, hein, tout le monde le sait. Bon, tu vois, la culture a beaucoup d'importance aussi. Donc, ouais, je vais le redire pendant 2 jours. Ne généralisons rien du tout. Et c'est bien pour ça qu'on aura du mal à faire tenir nos patients en nourriture dans un protocole. Mais on va voir qu'on en a quelques-uns qui seront stratégiques. Bon, comme le manque... moi, c'est un substitut de remplissage pour une partie de nos clients, en tout cas. Comportement ancré, un état de satiété temporaire, qui a un effet sédatif réconfortant. Ben voilà, on est rempli, en tout cas. Comme le manque réel perdure, la culpabilité s'installe progressivement. La culpabilité me fait me sentir pas bien, qui fait que je suis un être qui a plus de valeur. Comme j'ai plus de valeur, ça refait un vide, ça recreuse le vide, et je vais encore le re-remplir. Et on a même, du coup, des patients, c'est pas rare, qui sont à la fois dans un gros surpoids ou une obésité, en tout cas, plus l'alcool, plus la clope. Compliqué là pour le coup. De toute façon, dès qu'il y a de l'alcool, ça va être compliqué. Il va falloir après définir des stratégies. Bon, les contraintes esthétiques, on a compris, on va pas refaire, je vous l'ai tout le monde le sait, on en parle beaucoup. D'ailleurs, dans le traitement de l'IMC, les femmes s'arrangent pour être en bas du tableau d'IMC, alors que les hommes, ils peuvent être au-dessus. Donc, parce que c'est l'esthétique, ça en fait partie, mais en tout cas, nous, ça va concerner, c'est quelque chose dont on devra tenir compte, évidemment, avec nos patients. Pourquoi on va voir ça dans le questionnaire. Je suis trop grosse, donc pas séduisante, par exemple, ou on ne peut pas s'intéresser à moi. Ça renforce encore la spirale dépressive. Bon, un mécanisme qui fonctionne en boucle, en fait. Dans le cercle vicieux, on décide de faire un régime. Alors là, bon... Mais vous êtes bien placé, vous avez tout le monde entendu parler, soit qu'on a connu nous-mêmes des régimes, soit qu'on a eu une maman qui l'a fait, ou une sœur. Donc tout le monde a vu comment ça fonctionne, cette boucle infernale des régimes. Et évidemment, ça fera partie de notre questionnaire. Les restrictions alimentaires, ça marche, mais évidemment, après... Nous voilà. Vous avez vu, oui, on est sur la page 3. Donc j'ai mis en gras, là, le mot frustration. Parce que là, c'est un mot qui va revenir souvent et on va devoir s'en occuper. S'il n'y avait pas le problème de la frustration, ce serait facile pour un fumeur d'arrêter de fumer, et ce serait beaucoup plus facile pour n'importe qui de gérer son alimentation. Mais nous y voilà. Bon, le but étant pas de faire 2 jours de... Puisqu'en Maître Pratt, en Maître Pratt, on aborde l'idée de comment on pourrait aborder quelqu'un qui a des problèmes de surpoids. Alors si on avait créé un module de 4 jours, hypnose et perte de poids, sans doute, pendant 2 jours, on aurait fait de la diététique, de la nutrition, mais là, ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est comment je vais appréhender mon patient. Vous avez déjà fait les unes ou les autres, quelques séances ou une sur le poids avec quelqu'un, ou sur le grignotage, et Anne, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de poids à perdre? Ouais, quand même. On va attendre un petit peu, qu'on va parler des catégories. Les types, moi voilà, j'ai mis les types de surpoids qui consultent, et puis ensuite les profils de demandeurs. Et quand on a les profils de demandeurs et les types de surpoids qui consultent, on commence à se faire une idée des profils. C'est intéressant de plutôt parler de profils. Quel profil de personnes j'ai devant moi?
Bon, l'obésité, surcharge pondérale, c'est le résultat d'une addiction aussi difficile à traiter que la dépendance aux drogues et au tabagisme, et peut-être même plus. Bah oui, c'est plus difficile à traiter que l'alcool, l'héroïne et la clope, parce que si je suis sevré de l'héroïne, j'ai plus d'héroïne chez moi, je vais plus voir les dealers, je suis plus en contact avec l'héroïne, j'en prends plus. Le problème de la bouffe, c'est que je peux pas ne pas manger. Je peux pas ne pas manger, c'est ça le problème. Si c'était possible de ne pas manger, je passerais dans un mode, imaginons qu'on mette au point la super pastille qui me fasse mes calories de la journée, ben je décide qu'il n'y a plus de frigo, il n'y a plus de placard chez moi. Mais il y en a encore dehors, il y en a dans la rue, il y en a partout. Je prends l'essence, il y a des chocolats sur le guichet, et partout. Donc c'est plus difficile parce qu'il y en a partout et que, on en avait parlé pour la clope, c'est la disponibilité du produit qui est facile. Et qu'en plus, on ne va pas faire le procès de notre société, mais en plus, les gens qui fabriquent la nourriture nous mettent du sucre partout pour renforcer cette addiction, pour que je trouve le produit bon et que je le rachète, ils mettent dedans, puisqu'on a du sucre dans les plats salés, hein. Partout, il y a du sucre partout, en quantité assez importante, parce que certains reportages, certains livres, je ne sais pas où on est à la recherche, mais on peut accepter l'idée de plus en plus que le sucre produit une dépendance. Mais une vraie, comme une drogue. Pas juste une dépendance parce que c'est agréable. C'est-à-dire, si c'est une drogue, ça veut dire que mon corps le réclame. Et de plus en plus, on pense que ça pourrait être le cas, puisqu'on fait des essais sur des souris. J'aimerais retrouver ce reportage que j'ai vu il y a peu de temps. Étonnant. Et les chercheurs ont des idées de tests absolument dingues, mais leurs tests sont après parlants. Hein. Ils ont rendu accro une souris à la cocaïne. Pauvre bête. Marc a été cool. Ils ont rendu accro une souris à la cocaïne en même temps qu'ils l'avaient aussi habituée au sucre. Tu vois, de l'eau et du sucre, carrément. C'est un truc très sucré. Et à un bout de sa cage, il y a un petit abreuvoir pour aller chercher de l'eau sucrée. Et à l'autre bout, il y a un petit truc, je ne sais pas si c'est mangeoire ou en tout cas, elle peut prendre de la cocaïne. Et les animaux, non, les animaux, ils vont très très vite. Hein. Si un rat ou une souris est accro à la cocaïne, elle va chercher dans son labyrinthe où est la cocaïne. Et donc la souris était un peu en manque, accro aux deux produits. Hein. Ils la mettent dans sa cage où il y a les deux abreuvoirs, et c'est vers le sucre qu'elle est allée. Et là, les neuroscientifiques se disent waouh, imagine. Parce que là, parce que l'intérêt, c'est que la souris, elle n'a pas d'environnement, de culture, et on ne lui a pas transmis des croyances. C'est pour ça que c'est intéressant sur les animaux, parce qu'il n'y a pas les croyances. La souris, elle va aller vers ce que son cerveau lui dit d'aller faire. La souris ne se dit pas, écoute, je vais prendre cocaïne, ça coûte plus cher, je vais en prendre plus tout de suite. Non. Ou la cocaïne ne se dit pas, non, le sucre, je m'en méfie, il y a l'industrie derrière qui se moque de. Là, la souris, elle se dit, là, il y a du sucre, elle se dit rien du tout d'ailleurs. Son cerveau lui dit, sucre, cocaïne, je vais prendre le sucre. Donc l'idée de ces chercheurs, c'est de se dire que là, ce serait la preuve. Eux, ça les amène à penser que c'est une drogue. Parce que finalement, le sucre, pour nous, oui, c'est enfant, les bonbons, mais pour la souris, je ne pense pas que petite, on lui donnait des bonbons. Donc intéressant, hein, de nous souvenir de ça. Bon, là, c'est sûr que c'est un des trucs, à mon avis, c'est un des trucs les plus durs à traiter, mais il ne faut pas non plus s'installer des croyances. Hein. Praticien qu'on est, on pourrait se dire, les problèmes de poids, pour moi, c'est une des problématiques les plus intéressantes. Parce que justement, je me demande toujours comment je vais m'y prendre. Et donc, méthode Châtaignier, oui, bon, cette dame que je ne connais pas, hein, je l'ai vue en vidéo, bon, j'étais assez étonné d'ailleurs, parce que quand tu la vois, que tu l'entends, tu te dis, waouh, ça ne fait pas tellement envie d'aller avec elle, mais en fin de compte, mais ce qu'il y a, c'est que voilà, peut-être elle a mis au point aujourd'hui une alimentation, en tout cas, c'est peut-être plus les produits à base de protéines. Elle forme en plus. Hein. Oui, elle forme, oui. Parce que sur le 44, il y en a pas mal, les nanas qui sont hypnonutritionnistes ou micronutritionnistes, ouais. Etc. Il y en a une à Vannes, elle a mis ça sur son site. Alors, même l'arrêt du tabac par la micronutrition, bon, à mon avis, elle se sabote parce que tu as quand même 9 fumeurs sur 10 qui se disent j'ai pas envie comment kikine avec ma bouche, j'aurais juste arrêté de fumer. Voilà. Mais pourquoi tu peux te former, voilà. Effectivement, parce que pourquoi il y a des gens comme Châtaignier et d'autres qui font toutes ces formations sur la nourriture, parce que tous les praticiens à un moment se disent je sais plus quoi faire avec la bouffe. Quoi. Parce que dans toutes les écoles, on ne fait rien du tout pour la bouffe. Ou alors après tu refais un module, mais dans lequel on
On n'arrive pas parce qu'on aimerait avoir un truc qui marche. Voilà. Un truc qui marche. Bon, on va avancer comme ça, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, c'est une forme de dépendance. Il y a une forme de dépendance. C'est un des plus grands défis thérapeutiques, hein, et même scientifiques, et même médical. Hein. Pourquoi il y a autant d'émissions ou autant de livres? C'est parce qu'au bout du compte, tout le monde dit tout, tout le monde prétend tout, tout le monde croit tout, mais au bout du compte, on n'a toujours pas trouvé de solution. Les psychiatres et les hôpitaux savent toujours pas comment aider quelqu'un, à part en lui faisant des injections et en le nourrissant de force. On ne sait toujours pas comment convaincre quelqu'un qui est pas en boulimie, ça fait partie des mots que je zappe à chaque fois, en anorexie. On ne sait toujours pas comment, au niveau clinique, sortir quelqu'un d'anorexie. On n'est même pas encore sûr d'avoir bien compris comment notre cerveau passe dans ce truc. Il y a un rapport à la mer. De toute façon, je sais pas si la nourriture, on dit qu'il y a un rapport à la mer. C'est pas faux. Il y a sûrement un rapport au père aussi. Ou à tout ce qu'on a vécu avant. Mais en tout cas, la médecine est encore loin d'avoir trouvé tout comment faire. Bon, le succès passe par le recours à des stratégies hypnotiques, d'exploration inconsciente, de résolution de conflits internes, en même temps que la l'hypnothérapie suggestive. Donc effectivement, on va utiliser, comme vous l'avez vu dans le livre, les petits recueils de suggestions. En le lisant, vous avez compris, comme quand on a parlé du sommeil, il y a certaines difficultés. Oui, le sommeil, sucer son pouce, etc. On n'utilise pas des techniques, on utilise des suggestions, des suggestions, des suggestions, des suggestions. Il n'y en a pas souvent dans le livre rouge. D'ailleurs, on en a parlé un peu sur le poids dans le livre rouge, il n'y a rien de très... Non, c'est du renforcement. Ouais, du renforcement. Il y a des petites idées qu'on pourrait glisser au milieu du reste. Il y en a une qui marche pas mal, je l'ai mise dedans à un moment, pas le texte, mais j'ai juste rappelé l'idée qu'on puisse l'utiliser, c'est de se voir sur la balance. Oui. Parce qu'on va avoir une visualisation. Et parce qu'on va voir un chiffre. Si la dame, par exemple, veut descendre en dessous de 70 kilos, eh ben, on va ancrer l'idée de ces deux chiffres. On va, tu vois, lui dire que, dans la séance, lui dire que plus jamais, sur sa balance, le premier chiffre, ce sera un 7. Ni un 8, ni un 9, voilà. Et du coup, ça fixe un objectif. C'est, voilà, je veux 69, c'est imaginable, pas 70. Et comme c'est fait pendant la séance d'hypnose, ça fixe un objectif, quoi. Tchac, ça met un compteur, là, et quand elle est prête à manger, elle se dit, ah non, pas 70. Hein. C'est ça que, bon, on va voir que notre difficulté, c'est, ben, vous le savez, pour certaines d'entre vous, à certains moments, la difficulté dans le mis à part qu'est-ce que je mange, c'est quelle motivation je vais trouver avec le régime en place, et combien de temps faudra que je tienne, quoi. Ouais, c'est ça, en fait. Ouais. Et la pénibilité, et la frustration, c'est-à-dire que je sais quand je vais démarrer le régime que je m'embarque dans un truc, je vais le faire demain. Hein. C'est le risque. Bon, alors voilà. Tiens, ça c'est intéressant. Les différents types de surpoids. J'ai laissé un peu de place parce que j'ai répondu à quelqu'un, tiens, c'est assez ligne. Ah, du coup, elle n'est pas venue. Hein. J'ai répondu à quelque chose qu'elle m'a demandé en lui disant amenez ce que vous avez comme idée, comme proposition, comme expérience là aujourd'hui. Ah, mais j'ai pas vu. Mais c'est pas grave, vous allez amener ça quand même, on y est. Dans ma tête. C'est dans ta tête. Regarde, c'est pas quel truc dans sa tête. Ah non, parce qu'après on a la grosse tête. Grosse tête ou Mais tête en s'il y a surpoids? que ça. Tête en surpoids? Non, dis pas ça, il n'y a pas de tête en... Je pense que. Ah oui, il y a des trucs là. L'obésité cérébrale, on pourrait la faire celle-là? Je crois que je suis en obésité cérébrale. Ah, t'étais lourde. Un peu anorexique toi en ce moment cérébral, toi, non? Les Mais, chevilles aussi, ça. non. Les chevilles aussi. Ah ouais? Ah oui, oui, oui. Chevilles qui gonflent. Il fait de la boulimie, il fait un peu de boulimie des chevilles. Un peu en surpoids des chevilles. Ouais, ça rigole. Pas très sympa pour la personne, mais... Bon, allez, on va chercher le truc court maintenant, on y est. Et puis... On va afficher ça ici. Que je vous ai... Qu'est-ce que les praticiens vont mettre pas? Allô? Et voilà. On est là. C'est quoi? La... C'est ma maîtresse. Des maîtresses praticiennes. Moi, j'ai mis hypnothérapeute. Donc, on met. On met qui sont dits.
On dirait train, je pense. En quoi? Maîtresse praticienne. Personne Moi, j'ai n'a mis envie de fille dire comme maîtresse. praticienne, j'ai vu que t'as fait Ça la pourrait, rencontre. je pense, maîtresse en pratique. Ouais, mais ça fait. C'est Oui, mais on, j'ai maître. c'est péjoratif, je trouve. Fille comme praticienne. Ça fait un peu- Ah, maîtresse praticienne. Ouais, ça fait un Oh peu. non, non. Ça- Oui, c'est- maîtresse c'est- praticienne. Ah, Oh non. maîtresse Ça tirait bien, praticienne. les jeunes. Ça fait Ah oui, maîtresse, ah oui, maîtresse. Émilie, tu peux. maîtresse, tu peux dire. T'as tout. Ça prend comme un compliment ou ça dépend de l'heure? Ça peut être une J'ai suggestion. rien dit depuis tout à l'heure, tu notes. Ouais, Je suis hein. restée Et hyper sage et tout. d'ailleurs, je peux le dire que depuis que t'es arrivé, je trouve Tu t'attends Émilie, assez. ouais, calme, Ouais, elle est franchement, tranquille, je tranquille. t'écoute, tranquille, et là, Et là, maîtresse, hop, Oui, Allez, ah bien. oui, maîtresse, oui, hypnotise-moi encore, maîtresse, hypnotise-moi encore, avec le maîtresse. avec ton chant en latex. Eh, elle est où ta baguette? Ta baguette. maîtresse praticienne, Émilie, c'était le cas, tu vois. Hypnose en cuir, ouais. Ça doit trop bien. Hypnose en cuir et induction latex. Asseyez-vous. Appelez-moi maîtresse. Voilà, tu peux fermer les yeux et tu peux sentir le fouet sur ta peau. tu peux sentir la peau qui chauffe. Tu fais vivre le coup de fouet comme une expérience vécue. Sentez l'amour à l'intérieur. Elle n'empêche que ça c'est cool, hein. Je ne sais pas si ça existe dans certains endroits du monde. Ce serait quelque part une prestation de service que des hommes et des femmes pourraient faire à d'autres. Quoi d'autre? De quoi? Eh ben, disons gentiment que une dame pourrait se dire moi je fais comme de la prostitution, mais c'est entièrement sous hypnose. Ouais. Je lui fais imaginer tout le truc. Ah ouais. J'ai rien à faire. Moi j'ai rien à faire, je tricote pendant ce temps-là. Je fais une écharpe pour mon petit-fils. Bah, il y a le téléphone aussi. Bah ouais, Ah oui, mais là, c'est déplacé. remarque, oui, cette histoire de téléphone, le type au bout d'un Il moment, fait, hein. il est un peu en état modifié de Bien sûr. conscience. Ah bah oui. La nana, elle Mais si la nana a fait une formation Ah, d'hypnose, elle a pourrait compris, rajouter senti. des vacoles et tout, le type, il dirait waouh. Santé. Oh, quand elle va faire sentir la chaleur. Le type, il va nous faire un petit AVC à On l'autre évite de bout. rentrer dans les détails, Formation, dans les alors. détails du Bovacog. Hein. Patrick, tu nous Ah non, je le fais, oui, est-ce que vous... Patrick, tu peux nous faire un module de spécialisation Est-ce là-dessus que tu ce nous serait- fais l'hypnoprostitution? Émilie, c'est ça, le truc pour Non, nous. merci, ça va. Je m'éloigne plutôt de ça. Donc, Non, Non, mais voilà, prestation de service virtuelle. je pense que ça passerait bien. Alors, faudrait Aléda, il faut... Alors, non, il mais faut... ça lui suffit pas. Attention, l'hypnose. il faut que vous alliez Elle d'abord... a besoin de toucher, du vrai toucher. Il faut d'abord que vous alliez à la gendarmerie et au commissariat pour savoir si la prostitution virtuelle existe. C'est une prestation de service. Ah bah tu vends pas ton corps, tu vends un fantasme. Non, tu vends un du fantasme. rêve. Tu vends du rêve. C'est Bah, comme tu vends si du c'était un roman érotique. Bah oui, quel lu. C'est les nouilles, là. C'est les... Ah mais si c'est érotique alors on peut. Je pense. Bon, et on n'est pas venu pour ça. Donc, Donc, ah, ça a creusé, pas. C'est Ah. les ça risque d'être plus marrant que sur quoi. C'est pas sûr, ce serait peut-être Et la là, on va scène être du créative. En tout cas, ça inspire tout le monde. Hein. Je le laisse. En Bretagne, vous avez... Patrick, si tu éteins le machin là. Oui, c'est pour ça que j'ai enlevé, voilà, celui-ci, je l'ai... Voilà. C'est loin. Je suis désolée, mais j'ai pas lu. C'est loin, qui est-ce qui est loin? C'est ce qu'il y a écrit sur notre Mais feuille, t'as de les toute mêmes façon. Ah, bon, d'accord. Oui, c'est ça, c'est ça. Et on était rendu là. Alors du coup, il n'est pas pratique en mode lecture page là. Parce que ça c'est typiquement Word. Là, voilà. Ouais, c'est Word qui fait ça. J'aime pas trop ce mode page. Page unique. On va faire plutôt comme ça. Voilà. Voilà. Et on va peut-être zoomer s'il faut. Ouais. Bon, les différents types. Ce qui nous intéresse, ce qu'on va vouloir rapidement dans la journée, c'est pouvoir identifier alors attention, ce ne sont pas des catégories. Nous, vous allez vous trouver votre système de catégories. On ne rentre pas les gens dans une catégorie. C'est juste pour comprendre quelle demande j'ai en face de moi. On va dire, en gros, peut-être vous allez en trouver d'autres. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont juste quelques kilos en trop. Comme ça, ponctuellement. Mais ça arrive, hein. Juste besoin d'un coup de main. Il y a des gens qui sont ponctuellement dans une phase de grignotage depuis un moment. Je grignoter des chips et des trucs. La personne comprend que si ça continue, ça va devenir une sacrée habitude, mais elle s'aperçoit qu'il est temps qu'elle arrête. Hein. Ponctuel, on a dit. Prise de poids importante suite à un événement identifié.
depuis la naissance de mon deuxième, depuis mon licenciement, depuis ma dépression. Prise de poids importante. Hein. Prise de poids importante sans origine identifiée, incapable de trouver depuis quand, même avec la ligne du temps. Mais c'est comme on n'a pas trouvé d'événement. Ouais, origine, on va pas dire, j'ai pas dit la cause. Hein. La dame a pris du poids ou le monsieur depuis quelques années, mais elle fait le lien avec aucun événement. Ça arrive. Surpoids depuis l'enfance, on va en avoir souvent. Des gens qui vont être dans l'obésité, c'est-à-dire que là, effectivement, vont souvent, là, on va être depuis l'enfance, mais dans le tableau, hein, voir obésité et obésité morbide. On pourrait dire qu'il y a à peu près ces catégories, peut-être on peut en trouver d'autres. On verra tout à l'heure si vous pourriez en proposer d'autres, si vous en voyez d'autres. En tout cas, ça vous va? Et puis, on a des profils de demandeurs, et ça, vous allez de plus en plus Moi, j'ai voir. des gens qui me disent plutôt qui se sentent gonflés, mais on ne parle pas spécialement de poids, ils se sentent gonflés. Ah, tu les dégonfles. Et j'ai fait, elle m'a demandé, Oui, alors, ouais. Mais alors, quelle est leur demande? en fait, ils se sentent gros, mais pas en poids, enfin pas de gras, c'est qu'ils se sentent gonflés. Ils ont pris comme de Du la volume. rétention d'eau. Ils ont pris du volume. Ouais, mais leur poids n'a pas changé? Si, mais justement, c'est pour ça qu'ils consultent. Mais en fait, quand tu discutes avec eux, c'est plus une sensation d'être gonflé que d'être gras. Bon, ben, on pourrait Ça, rajouter, ils ont gonflé de manière importante suite à un événement, où ils se sentent gonflés depuis quand? On va y venir tout à l'heure. Depuis quand? On peut rajouter aussi ceux qui ont choisi l'opération, par exemple, et qui souhaitent se faire accompagner de suite opératoire. Ben, j'en ai pas eu, parce que d'abord, maintenant, il semblerait qu'il y ait un suivi. Il y a un suivi. Qu'il n'y avait pas les produits. Ouais, T'as pas eu de suivi? Il y a Il y a quelques années, au début des anneaux gastriques, c'était que l'anneau au début, il y avait... Ah non, attends, il y a eu des opérations qui ont été faites à l'américaine, pas de prérequis, Non. pas d'entretien psychologique avant et pas après. Vous avez un parcours initial avant qui est obligatoire. Perdre un certain nombre de kilos. Non. Ah non, aujourd'hui, il y a En des... fait, quand vous vous faites opérer, l'opération, en fait, c'est suivant l'IMC. Vous Ouais. terminez votre IMC et la motivation qui fait que vous pouvez avoir l'opération. Vous êtes obligé de rencontrer le staff de chirurgien, psychologue ou psychiatre, nutritionniste depuis au moins 2 ans, le suivi. Ah oui, quand même. c'est pas et- cool. c'est oui, bien. non, À une le époque, parcours en voilà. lui-même dure Il est long. entre 6 mois et 1 an. Mais c'est très Et bien. après les suites opératoires, Il y en a. ils préconisent Ouais, mais un c'est pas suivi obligatoire. avec Ouais. un nutritionniste, ils préconisent un suivi psy, mais du coup, Il n'est pas il est inclus. obligatoire. Il n'est pas obligatoire. C'est à vous de le faire ou pas, en fait. Donc on peut avoir quelqu'un qui vient pour ça. Voilà. Et puis j'espère que ça va rester comme ça. Quand je dis à l'américaine, oui, c'est-à-dire que je prends rendez-vous, je suis en surpoids, je vais dans une clinique privée qui fait 10 ou 15 millions ou 150 millions de dollars de chiffre d'affaires. Et bon, ils te prennent, ils disent venez lundi, tiens, on va faire ça plutôt mardi. On posera l'anneau mercredi, donc ils vont facturer 2 jours d'hôpital. Voilà, on pose l'anneau, après vous serez sorti d'ici vendredi, vous verrez avec la secrétaire, elle va vous donner un régime. Si tu veux acheter le pack régime après, tu repayes un truc, mais j'espère qu'on va pas aller là-dedans. Par Parce contre, en France, toutes les techniques Ouais. en fait, comme ça sont interdites. D'ailleurs, Tant mieux. l'anneau gastrique n'est plus posée. Non. On fait des. On fait plus du tout. Alors vraiment, c'est. Il y a le bypass et puis la réduction de l'estomac. Et la sleeve Ouais, et le bypass, il y en a 2. Mais- Les gars, il en Il y a le Et du coup, en fait, l'anneau gastrique est très peu posé parce que très dangereux et qu'il y a eu beaucoup d'échecs et en plus beaucoup de suites opératoires trop difficiles. Et que la gestion de l'anneau gastrique demande à la Sécu aussi beaucoup trop de suivi. Donc, voilà. Par contre, au Maroc, si vous allez vous faire opérer au Maroc, c'est en fait c'est à peu près basé sur la même législation. Mais sauf qu'au Maroc, vous pouvez trouver en fait facilement des accès où tu payes 10 000 euros. T'achètes ton opération. T'achètes ton opération. Et c'est très facile. Mais t'as pas de suivi du coup, Non. tu rentres chez toi. Non. Et c'est Voilà, très le facile. suivi psychologique, évidemment qu'il est sûrement important. Une fois, il y a un monsieur qui est venu, c'est rare, c'est un monsieur, il avait mal, hein. Franchement, c'est sa femme qui l'a envoyé en quelque sorte, mais il acceptait de venir, donc il est devenu client, il s'est mis en position client, et il a juste déclenché une dépression, pour une raison simple, il était dans l'IMC, il devait être en dépression morbide, hein. Il se fait opérer, donc je sais pas, à l'époque c'était un anneau, c'était il y a 3-4 ans on va dire, en tout cas il se fait opérer, et il me dit, pas de chance pour lui, en fait, il perd énormément de poids très très vite.
C'est pas le cas de tout le monde, mais lui, il perd beaucoup et très très vite. Et ce qu'il n'avait pas anticipé, c'est que le type qu'il a vu devant la glace, c'est pas lui. Ce serait pas lui. Et il n'arrivait pas à se réapproprier son image. Et il disait, j'avais envie d'être comme ça, mais il me dit, c'est pas moi. Je me vois dans la glace, c'est pas moi. Je parle aux gens, je sais que c'est pas moi. Et là, tu vois le trouble un peu, un trouble dissociatif. Donc là, compliqué quoi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, C'est pour ça qu'il faut un suivi. Parfois, il faut être suivi parce que ça marche trop bien ou trop J'ai vite. perdu 14 kilos le premier mois. Ouais, t'imagines. Et j'ai perdu 62 kilos en tout. En combien de mois le reste, la totalité? En fait, 59 kilos la première année. Après, j'ai eu Arthur, j'ai repris 20 kilos pendant la grossesse. Et après la grossesse, 3 mois après, j'avais perdu 62 kilos de suite d'opération. Donc, Par contre, du coup, je réfléchis toujours avec mon cerveau d'obèse en fait. Ouais, bon, c'est intéressant d'avoir des témoignages. C'est pas anodin. Même si j'obtiens ce que je veux, c'est pas anodin. Si tu décides de faire une chirurgie esthétique, de changer totalement ton visage, de l'arrondir, de foncer ta peau, de mettre d'autres sourcils, de changer en même temps ta poitrine et d'avoir d'autres cheveux, c'est super, hein. Tu ressembles peut-être à Adriana Carambeu, mais ton cerveau, lui, t'as le même cerveau qu'avant. Et t'as aucune préparation psychologique. Je pense comme une obèse. Non, tu dis cerveau d'obèse, c'est quoi? Parce que je ne me vois pas du tout. En fait, tu vois, on parle de l'image. L'image dans le miroir, je me vois pas, je me ressens pas comme ça en fait. Mais tu te vois aussi dans Donc, le regard des autres. Je me vois dans Non, le regard oui. des autres qui est complètement tronqué pour moi. Alors justement, Ah oui. c'est intéressant et vous aurez l'occasion d'en parler avec vos patientes. Peut-être, c'est une émission qui n'existe plus pour l'instant en tout cas, et c'était pratique d'en parler. Il y a une émission qui s'appelait Belle toute nue. Oui. Et ça, c'était super parce que la dame qui vient, elle n'a pas conscience de son corps exactement comme il est. Mais comme l'émission lui montre une dame qui, comme elle, est en train de ne pas avoir conscience, c'est plus facile d'en prendre conscience. Donc on demande à une dame, on aurait pu le faire avec des hommes, mais on n'a pas le même rapport forcément à notre corps et à l'esthétique. On demande à une femme, par exemple, qui trouve qu'elle a des seins trop gros, par exemple, on va lui présenter, donc 6-7 femmes, vous vous rappelez, hein, qui vont avoir des seins, et qui sont dans l'ordre par contre, dans un ordre estimé de taille de poitrine, et on va lui demander situez-vous là où vous pensez que vous êtes. C'est Le jamais. décalage. Mais le décalage, il est impressionnant, quoi. Je me trompe pas d'une place, hein. Tu vois, la dame, je sais pas, elle a une poitrine très ordinaire, et elle va se mettre au bout, là, avec les deux femmes qui font du 105, 110, et elle dit, mais pensez vraiment que vous êtes là? Ben oui. Donc c'est ce que disait Émilie, on n'a pas une vraie perception. Et même quand on croit qu'on l'a, on l'a sans doute pas en fait. Comme des fois on tombe sur une photo, quelqu'un fait, c'est pas moi ça. Ah bah si, je te jure. Bon non, t'as vu, c'est pas moi. Bon. Donc c'est vrai que à un moment, soit quand la personne arrive chez nous, elle n'a pas une perception très réelle ou réaliste de son corps, soit à un moment elle va commencer à perdre du poids peut-être, et elle va revenir chez nous avec un feedback qui ne sera pas réaliste. Parce que peut-être simplement le résultat qu'elle obtient, c'est pas celui qu'elle a idéalisé. Rappelez l'idéalisation de l'objectif, ben on va y arriver. S'il y a bien une situation dans laquelle on va passer pas mal de temps à questionner et à cadrer de l'objectif, c'est là. Hein. C'est le... Pour un homme, par exemple, le changement de garde-robe, c'est pas tout à fait pas vécu de la même façon que pour une femme. J'ai un copain qui a perdu 65 kilos. Et il a changé toutes ses robes? Il a changé toutes ses robes. Ah non, garde-robe, tu m'as fait peur. Et Pas peur en même temps. C'est pas facile du tout pour lui de se dire je change tout, je mets tout dans des valises Ouais. et je l'amène, je sais pas, à Emmaüs ou je le donne à au secours populaire ou je sais pas. Parce quoi. qu'il avait pris du poids ou perdu? Perdu 65 kilos. Ah, qu'il avait perdu? Il avait perdu, oui. Après, il- Oui, mais ça fait partie de tout ce que le cerveau va devoir traiter à nouveau. Voilà. La place que j'occupe dans un Mais siège, que la pour place une que... femme, changer de vêtements, hein changer de robe, c'est différent. C'était pas un problème Parce que c'est pour toi? plus- Non, ça. C'est- Oui, Voilà. si, ça l'a été. C'est Je plus, t'assure que c'est. Ah non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, mais oui, pour d'autres, ça va être super. Ça va être un moment de fête, non? Pas du tout. C'est-à-dire que Ah Putain, non, non. pas du tout en fait. Maintenant, Pas du j'aime tout. bien faire Si, des t'as photos. des Ah oui, mais t'aimais T'as pas. pas gardé ton J'aime super bien, pantalon. j'aime bien faire les boutiques maintenant, mais en fait, changer de vêtements au fur et à mesure, du coup, au départ, t'es content parce que tu fais, parce que c'est bien, tu le fais l'opération, parce que tu sais que tu vas perdre du poids et que c'est comme ça, que ça va être rapide et tout. Et en fait, au bout du compte, il y a eu un moment où ça a été compliqué. Parce que du coup j'étais en décalage avec mon image, en décalage avec mon cerveau, ce que je me représentais, ce que les autres me renvoyaient, et en fait j'avais Voilà. l'impression qu'on était plusieurs, C'est le bordel. et du coup s'acheter des fringues c'était compliqué parce que j'étais encore dans la taille Alors- 52, alors je me faisais un 36, enfin ça
Ça, C'est compliqué. le témoignage d'Émilie va drôlement nous servir, parce que je suis en train de en même temps que tu parles, je suis en train de me dire, bah oui, voilà ce qui va faire la différence. À un moment, c'est la confusion, tu vois, il y a une grande confusion. Sauf que là, comme il y a une opération, tu peux plus l'arrêter le processus. Maintenant, imagine, tu aides quelqu'un à perdre 15-20 kilos, la confusion s'installe, et il y a de grandes chances que le cerveau se réorganise et se remette à manger parce que cette perte de poids commence à trop me déstabiliser. Et je repars parce que inconsciemment, oui, très inconsciemment, je m'aperçois que je ne suis pas prêt à atteindre ce niveau de perte de poids et je vais revenir dans ma zone de confort. Peut-être ça y est, je suis dans des... Ouais, je me suis fait peur là, ça commence à être le bordel, je ne me reconnais plus, je ne suis pas sûr que mon mari aura toujours envie de moi, parce qu'il avait envie de moi quand j'étais en surpoids. Mais moi j'ai une copine comme ça, elle a fait la même chose que. Et beaucoup de choses changent. Ils se sont séparés. Ah oui, mais ça c'est... Oui, c'est aussi quelque chose, je ne sais pas si dans les préparations, quand on prépare les hommes et les femmes à aller vers l'opération qui va leur faire perdre du poids, je ne sais pas si les psychologues le font, mais ils devraient préparer au fait qu'il n'y a pas de changement sans changement. Il va se passer des trucs professionnels, il va se passer des choses dans le couple, surtout si le couple s'est construit pendant l'obésité, évidemment le rapport n'est pas le même. Si une femme épouse un homme parce qu'il fait, elle ne l'épouse pas parce qu'il fait 130 kilos, mais elle aime elle aime ce nounours parce qu'il est rassurant et il est comme il est et ça l'attire. Après le type, t'imagines, il part, c'est pas si rapide que ça, mais parce que le conjoint aussi, lui, la transformation que décrit Émilie, qu'elle n'arrive pas à percevoir et à réaliser en temps réel, le conjoint non plus. Le conjoint, il se dit pas tous les jours, oh, t'as perdu un peu plus. C'est des phases, tu vois, c'est terrible. Donc, homme ou femme, la personne que tu as devant toi à un moment, qui t'accompagne, avec qui tu vis, avec qui tu dors, ben, c'est plus la personne avec qui tu as construit ce couple. Donc oui, forcément, que la personne, bon, Émilie peut en témoigner, doit elle-même se réapproprier, mais les autres ne vont pas forcément la réapproprier. On avait échangé rapidement sur la place dans ta famille. Ah bah oui, mais ta famille s'est construite comme ça. Bouboule, il était bien dans son coin. Si Bouboule, il commence à changer de métier, à réussir dans la vie, à acheter une belle bagnole, à perdre du poids, il y en a un autre dans la fratrie qui dit c'était mon rôle ça. Tiens, les rôles, tu te rappelles hein, quand on en a parlé. Ouais. Bon, oui. On dit qu'il n'y a pas de changement sans changement, mais particulièrement dans ce qui va être notre apparence, parce qu'on va aussi y venir, et c'est là qu'on veut en arriver. La perte de poids dans la presse, dans les livres, dans les émissions, elle est entièrement, on la laisse entièrement au niveau des 3 premiers niveaux logiques. Où est-ce que je mange, quel genre de nourriture je mange, qu'est-ce que je mange, avec qui, comment je me comporte quand je mange, et qu'est-ce que j'ai appris à faire pour manger. Donc, on règle, les régimes, ils sont là. Il faut que j'achète des produits différents et que j'apprenne à les manger différemment. Mais en réalité, la perte de poids qu'on veut mettre en place, elle est identitaire. Pourquoi je le fais? Qui je veux devenir? Si on reste dans les régimes, on est en bas. Et comme on ne change pas les niveaux logiques par le bas mais par le haut, on va y venir. Mais donc, effectivement, ça va provoquer beaucoup de changements. Mais même, il y a des couples qui vont à un moment avoir beaucoup de difficultés parce qu'un des deux, c'est pas toujours madame, mais ça peut l'être, un des deux va se dire j'ai plus envie de manger de la cochonnerie, moi je m'achète tel truc, j'ai envie de manger plus clean, j'ai envie de manger plus bio. Et puis, c'est des contraintes parce que ça veut dire que quand on fait les courses, quand un des deux passe faire des petites courses au mini-market vite fait, quand on mange, quand on reçoit des amis, il y a tout le temps cette contrainte et il y en a un des deux qui commence à trouver ça plus que pénible. Et parfois, voilà, soit parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas patient, soit parce que ça arrive aussi, il y en a un qui se met à manger bio et toute la famille doit s'y coller. Même le chien, il a des croquettes bio. Et le chien, il s'en fout, il aime bien ses anciennes croquettes. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord, on pourrait dire quelques kilos en trop, phase de grignotage ponctuelle, prise de poids importante, ou prise de volume, si tu as gonflé, hein, importante, mais on connaît l'événement, suite importante on ne connaît pas, surpoids depuis l'enfance, avec des yo-yo, obésité, on peut rajouter des catégories, je ne prétends pas que ça se divise comme ça, c'est qu'on va venir après, on va mieux comprendre. Ah, les profils de demandeurs, là c'est aux hypnothérapeutes qu'on parle, hein. On ne parle plus du poids, on parle de nous. Alors dans notre cabinet, on a le client. Vous vous rappelez le client, le touriste, le plaignant? Bon, le client. Le client, super, hein. On aurait pu le garder pour la fin tellement il est super. Ben, il attend qu'on l'aide, mais qu'on l'aide, pas qu'on le fasse à sa place. Lui, soit il sait ce qu'il faudrait faire, mais il n'y arrive pas. Il sait exactement tout ce qu'il doit faire. Et il sait que ça ne marche pas. Mais il n'arrive pas à se mettre en route, donc il a besoin de nous. Soit il cherche plein de solutions, mais il n'arrive pas à trouver le problème.
Mais il en recherche quand même, hein, c'est un client. Hein. Soit il est bien décidé à s'attaquer au problème. Il n'a ni l'explication ni la solution, mais il s'assoit là, et si on lui demande quoi que ce soit pour s'investir, il va le faire. Ça c'est super, hein, quand on en a un comme ça, on va pouvoir bosser. Mais souvent, ce n'est pas forcément le cas. En deuxième, on a le touriste. Alors là, dont le premier, il attend qu'on l'aide. Le touriste, il attend un miracle. C'est souvent ça. En addiction et en poids, c'est souvent ce qu'on va avoir. Souvent, pas toujours. Il vient pour quelqu'un d'autre. Bon, c'est le médecin qui lui a dit de perdre du poids. C'est le médecin du travail qui lui a dit. C'est son cardiologue qui lui a dit. Embêtant, je viens pas pour moi. Moi, si avec moi, je m'en fiche. Hein. C'est bon. Puis ma femme, elle me dit qu'il faut que je perde du poids. Bon, je viens pour quelqu'un, quoi. Donc, c'est pas. Pour rappeler l'objectif SMART, hein, il faut qu'il soit pour moi. Bon, il cherche ou alors le touriste, il cherche une solution facile. Il ne veut pas de contraintes, il ne veut pas être obligé d'aller chez le nutritionniste. Il a fait une nutritionniste. Et une semaine sur deux, il se faisait engueuler. Parce que parfois, les diététiciens, ils vous bottent les fesses. Donc, il en a marre de tout ça. Les régimes, il a essayé, c'est contraignant, il faut peser son assiette et tout, changer d'alimentation. Je me suis dit, l'hypnose, ça va être bien. Celui-là, on peut le mettre en rouge, hein, parce qu'on en a, ça on va l'avoir. Alors, tu as l'autre aussi, alors là, en début de carrière d'hypnothérapeute, c'est sympa. Hein. La personne s'installe, elle vous explique tout de suite qu'elle vient, mais qu'elle n'y croit pas. Oups, ça nous met vachement à l'aise, ça. Soit que vous utilisez la petite blague que j'utilisais une fois de temps en temps, mais on l'a dans nos stocks. Hein. De toute façon, là, mais j'y crois pas trop. Vous remarquez, moi non plus, mais on peut toujours essayer. Ça calme tout le monde. Mais nous, ça nous fait du bien surtout. C'est le genre de blague, le thérapeute, ça lui a fait du bien de dire ça. Tiens, il dit comme ça va le calmer, le bonhomme. Ah, alors, il attend. Donc le touriste, l'échec de la thérapie va justifier les échecs précédents. Il a tout essayé pour perdre du poids. Le type, hein, là, je vois un profil là, qui est chez moi. Voilà, il a essayé les régimes, tout ça. Sa femme lui dit quand même, tu peux perdre du poids, quand même, il essaie tout. Et si en plus l'hypnose ne marche pas, surtout que c'est sa femme qui lui a filé ma carte, il pourra dire après, excuse-moi, peut-être je bouffe, mais ton collègue, il n'a pas réussi non plus. Hein. Souvent ça dans l'alcool. Hein. Je vais dire à tout le monde que j'ai essayé. Ça fait des années que sa femme lui dit, il faut que tu t'attaques à ce problème d'alcool. Il va revenir en disant, il est bien là, le gars chez qui tu m'as envoyé, mais tu vois, ça ne marche pas. Pas sur moi. Après, j'ai carte blanche. Ça peut être le cas, hein. Mais là, on est déjà dans les bénéfices secondaires. Hein. Ou le touriste aussi, oui, alors celui-là, celle-là, vous allez la voir. Elle sait tout. Elle connaît tout de la diététique. Même le dernier nutritionniste qu'elle a vu, elle était obligée de lui apprendre des choses. Elle a essayé tous les régimes, elle les connaît, et elle a tout essayé. En ce moment, elle essaye tout, elle sait tout, ça ne marche pas sur elle. Voilà, j'ai une dame, on sait qu'il y a des kilos émotionnels, il y a des kilos psychologiques, certes. Une dame qui était passée chez mon ancienne collègue, avant j'étais à Séné, là. Elle était passée chez Geneviève en nutrition, et après elle arrive chez moi. Et bon, on a reparlé avec Geneviève après. Donc cette dame, j'ai peut-être parlé l'autre jour, hein. Elle doit manger, en tout cas, elle pèse tout, elle connaît tous les régimes, elle connaît la nutrition, elle connaît la composition des aliments, etc. Elle a un niveau de connaissance très 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 élevé. Elle mange moins de 1000 calories par jour. Et elle fait plusieurs fois dans la semaine 2 heures de sport, cardio, etc. Et elle ne perd pas de poids. Donc il y a des kilos émotionnels, elle n'est pas en surpoids. Et en plus, elle n'est pas en surpoids. Elle a pu perdre sa ligne anorexique, tu vois, à peu près. Donc elle est en poids très normal, mais elle veut en perdre. Et elle n'y arrive pas. 1000 calories par jour, même moins, à un moment, elle était en dessous, je crois qu'elle me dit qu'elle était à 800. Donc plusieurs fois sport, cardio, stretching, etc. dans la semaine, des séances de 2 heures, et elle ne perd pas. Donc je demande à un médecin quand même, là, dans ce cas-là, est-ce que c'est possible? Si on met quelqu'un dans une cellule, si on l'enferme dans un camp de concentration, n'importe où, il y avait peu d'obèses à Auschwitz, hein. Peut-être dans les gardiens, mais pas dans les... Il y a un moment, si on ne nourrit pas les gens et qu'on les fait travailler comme des dingues, le poids, on va le perdre. On va être en dénutrition même. Elle n'y est pas. Donc ça, c'est ça. C'est le touriste. Elle sait tout, il sait tout. Elle essaye tout, elle est déjà en train, elle connaît tous les régimes, il n'y a rien qui marche. Rien pour vous. Ouais, mais on se doute bien que notre séance, ça ne va pas faire grand-chose. D'ailleurs, on va avoir des problèmes. Et c'est là qu'il vaut mieux avoir justement un bon questionnaire. Parce que si on fait un bon questionnaire, on va bloquer dans le questionnaire. Le questionnaire que j'ai préparé, là, que maintenant j'utilise, il y en a 2. Hein. Il y en a un qui est le questionnaire des habitudes, vous l'aurez partout. Hein. Qu'est-ce que vous mangez? Combien de fois? Est-ce que vous faites 3 repas? Est-ce que vous mangez est-ce que vous mangez du sucre entre les repas? Est-ce qu'il y a du grignotage? Donc on est obligé de... Et l'autre questionnaire, c'est un questionnaire qui va servir
à trouver où sont les blocages, où sont les croyances limitantes, et à quel point cette personne va s'impliquer dans la thérapie ou pas. Bon, là, le plaignant, bah, il rejette la faute sur les autres, sur la fatalité, sur sa génétique, sur sa famille, sur son conjoint, sur sa conjointe, sur les régimes de merde, sur le produit de consommation, sur l'industrie qui nous fait grossir. Bon. Elle est victime de son surpoids et de tout l'environnement qui l'oblige à être grosse ou qui l'oblige à être gros. C'est-à-dire, c'est important, c'est peut-être un peu vrai, mais ce qui est important pour nous, c'est que cette personne ne prend pas en charge et n'assume pas la responsabilité de sa démarche. Elle est victime. Et elle va se plaindre. Et puis, bon, alors l'autre, bah, vous la connaissez aussi, parce qu'on l'a tout le temps dans d'autres domaines, même dans la clope, même pour tout. C'est, elle raconte sa vie indéfiniment, puis nous, on se demande, même à 70 € la séance, quand est-ce qu'on va pouvoir trouver un petit moment pour parler d'hypnose, quoi. Bon, après, tu te dis, je suis payé 70 € de l'heure, en même temps, allez-y, je vais racheter un petit canapé, parce qu'il va quand même falloir, je vais faire un peu psychanalyste, c'est pas mal en même temps. Surtout le psychanalyste, il est assis derrière. Il faut juste couper le son du téléphone quand vous jouez. Mais voilà, bah, mais on en a parfois. Hein. Bon, c'est embêtant, on perd notre temps, on n'est pas très efficace. Pensez-y toujours, hein, le plaignant, on perd notre temps, on n'est pas efficace. Cette personne a déjà fait ça chez plein d'autres praticiens. Elle va venir 2 fois, par exemple, chez vous, en racontant. La 3e fois, elle ne va plus venir, et elle va dire partout que vous ne l'avez pas aidé, et que votre hypnose n'a pas marché. Bah oui, mais ça ne va pas le dire. Elle va dire que ça ne marche pas. On va devoir aborder, là, ce matin aussi, les facteurs de maintien. Ah ouais, très important dans les problèmes d'alimentation. Ah bah tiens, un de ceux dont on a parlé tout à l'heure, on va le retrouver là. Le premier facteur de maintien, comme chez le fumeur, pourquoi j'arrête pas de fumer? Vous savez pourquoi les fumeurs n'arrêtent pas de fumer? Parce que c'est plus facile de continuer que d'arrêter. C'est un facteur de maintien. C'est pas un bénéfice, c'est un peu la même chose, bénéfice secondaire, facteur de maintien. C'est plus facile. C'est pas calculé, mais c'est... Ou si tu veux, l'idée que ça va être difficile, donc je préfère rester dans le plus facile. Bon, la peur du changement, bah, on a parlé tout à l'heure, hein, peur du changement en général, ça va changer plein de trucs, quoi. La peur de l'échec, bah oui, comme chez le fumeur aussi. Il y a quelque chose qui peut nous empêcher d'entrer dans une démarche à un moment de notre vie, et certains fumeurs l'expriment. Ce qui les embête dans l'idée d'arrêter de fumer, c'est qu'ils ont peur que ça ne marche pas, et que si ça ne marche pas, ils ne savent pas comment ils vont gérer l'échec. Et donc, de peur d'échouer, je ne le fais pas. Ah, la peur de la frustration, c'est-à-dire, t'as froid? Oui. Ah oui, il faudrait qu'on allume le radiateur qui est là-bas, là, parce qu'elle était du côté où il n'y a pas de... Eh, mais il n'y a peut-être pas de radiateur allumé. C'est exprès, parce que quand il fait chaud ici, je vois au bout d'un moment tout le monde est là, endormi. Non, non, mais pardon, mais regarde, C'est pas du tout allumé. Ah, celui-ci, plus... Non, mais celui-ci, il fonctionne. Ah bah, celui-ci... Ah, celui-ci, il a été allumé. Bon, on peut faire comme on a une par-ci par-là pendant la pause qui a fait. Donc, on va prendre la pause juste après ce truc. Ça vous parle? Le premier problème. Ah, le client. Ah oui, mais du coup, je ne suis pas en train de suivre. Bon, voilà. Les facteurs de maintien ou les bénéfices secondaires. Le premier, ben, pourquoi je reste dans ce problème de poids depuis longtemps? La facilité, ou si vous voulez, je suis bien conscient que de mettre en place tout ce qu'il faut pour maigrir, ça va pas être facile. Ça va pas être facile. Ouais, ça va pas être facile, on va dire. Tu vas voir. Parce que contraignant, on va peut-être être dans la peur de la frustration. J'aurais des envies de manger. Le fumeur, il connaît bien ça. Oh là là. C'est ça que je redoute le plus si j'ai plus de clope. C'est ce que le fumeur appelle le manque. Le manque chez le fumeur, c'est ça. Hein. Qu'est-ce que je ressens quand j'ai pas de clope? Du manque. Vous savez ce que vous ressentez? C'est la frustration. Pourquoi j'ai pas acheté de clope? Ah. On pourrait dire que, je sais de quoi je parle, hein, que j'ai fumé très longtemps, mais quand le fumeur n'a pas de clope, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Oh, mais j'ai envie, j'ai envie. Bon, c'est la frustration. Hein. Et, ah oui, bah, ça on l'entend dans notre cabinet, on en a parlé tout à l'heure, et on l'entend dans notre cabinet, avant ou après, et je me rappelle une dame il n'y a pas très longtemps, qui
elle a déjà perdu du poids, mais aujourd'hui ça bloque un poids assez élevé encore, mais ça descend pas plus. Et quand on en a parlé, elle a évoqué ça. Elle m'a dit, je suis pas sûre d'être prête à perdre le reste, parce que j'ai peur de plus me reconnaître et de plus être moi. Ou d'autres vous diront à leur manière, quand on fait les déterminations d'objectifs, avec le qui vous seriez exactement. Et justement la réponse, c'est que je ne sais pas qui je serais si je perdais ce poids. Et non, le dernier, on va en parler, il arrive assez souvent. Dans celui-ci, il y a aussi, je ne sais pas dans quoi il faudrait le mettre, peut-être dans la peur du changement, parce que ça, c'est des choses que des gens vont évoquer, ils vont le verbaliser dans votre cabinet. J'ai peur, mon surpoids me donne un espèce de statut en quelque sorte. Attention, hein, tout ce que je dis là, c'est entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que si demain, prenons le cas d'une femme, parce que c'est encore plus terrible chez les femmes d'être en surpoids ou de ne pas être en surpoids que chez les hommes. C'est cruel, mais c'est comme ça. En tout cas, c'est notre société comme ça. Cette femme, bon, elle est en surpoids, elle peut même être en obésité, sa vie n'est pas facile, ok. Mais elle se dit, si demain je fais 56 kilos, que je suis gaulé comme ça, que je marche sur des petits talons avec mon petit tailleur, il faudra aussi que je sois à la hauteur. Il faudra que je sois capable d'être la nana qui est comme ça. Tu vois, tu souris parce que tu te dis, ouais, à un moment, forcément, ça traverse l'esprit. Je vais devoir... Ouais, c'est ça. Est-ce que je serai à la hauteur? Si je suis en surpoids ou si je reste en dépression, je pense à un jeune que je connais bien, dépression au cannabis, il ne va pas travailler souvent, fait des petits boulots de merde comme idée, parce qu'il est une merde, il a eu des traumatismes dans sa vie, il y a toujours de l'alcool, il y a toujours du cannabis, il y a toujours de la dépression, et quand on lui propose des solutions comme le MDR, pas chez moi, en lui disant va faire le MDR, ou la Sismo, enfin, il y a des... Ce sont ce sont des ondes qu'on envoie au cerveau. C'est pas des électrochocs. Et on a des résultats intéressants sur et à chaque fois qu'on lui propose des pistes, plutôt c'est facile, les ondes, tu vas 2 fois dans l'année, c'est rien quoi. Hein. Et bien il n'y va pas. Il faut avoir le rendez-vous. Il oublie le rendez-vous. Il a autre chose à faire. Il descend en dépression 3 jours avant. Ou il vient de prendre trop de cannabis 2 heures avant quoi. Pourquoi? Parce que lui je le connais. Je peux te le dire. Si ça marche, il faudra qu'il aille bosser. Il faudra qu'il ait des potes, qu'il commence à sortir, qu'il achète, je sais pas, qu'il loue un appartement. Il faudra qu'il soit à la hauteur. Garder son problème, le maintien. Ça, tu vois, sa vie, elle n'est pas enviable. Bien sûr. Et il s'en plaint, bien sûr. Mais il sait très bien que s'il se débarrasse du problème, on va lui dire, bah écoute, maintenant que tu n'as plus ce problème, maintenant que ça va bien, à chercher du boulot, t'as prévu quoi? Tu vas changer tes fringues? Oh là 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 là. Trop de changement. Il y a les impôts, les cotisations et tout, laisse tomber. Ah, tu me prends la tête, là. Vous me saoulez là, vous me saoulez trop, je vais me prendre une bière. Je ne dis pas qu'il... Attention, là je dis bien, dans le cas de ce jeune homme, ça pourrait être le surpoids à la place. C'est pas une stratégie volontaire, hein. C'est un facteur de maintien. Ce jeune homme, il ne s'organise pas pour ne pas travailler, contrairement à ce qu'on dit. Attends, ça c'est le reste de la population qui dit, attends... Moi je le connais le mec, je l'ai vu, hein. Et il se sort un peu les doigts du nez, là, pour être poli. Là, il se met un petit peu à bouger, il va bosser, puis il s'en sort. Hein. Puis elle, c'est pareil, elle arrête un peu de bouffer n'importe quoi, elle perd 50 kilos, puis elle arrête de dire qu'elle est grosse. Ouais, ça se dessus quand j'ai pas de problème. C'est la personne non fumeuse qui vous dit, hey, c'est simple, t'as qu'à arrêter d'en acheter. Donc, ce ne sont pas des stratégies qu'on met en place. Pour nous qui sommes dans la problématique, c'est un facteur de maintien. Et les 9 fois sur 10, je n'en ai aucune conscience du facteur de maintien. C'est nous qui amenons l'idée qu'il y a un facteur de maintien. Avec certaines personnes, certains patients, on va mettre sur la table le facteur de maintien parce que ça va leur faire du bien de l'apprendre. Et pour d'autres, on va s'en servir du facteur de maintien, mais on ne va pas le mettre sur la table. Mais on pourrait, hein, on peut voir des reportages avec des médecins. J'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Le médecin, il reçoit des gens en obésité. Il est direct par le médecin, hein, avec bienveillance. Mais il est dans j'ai trouvé en les regardant, je me suis dit, c'est plutôt vers là qu'il faut aller. Parce que les gens qui sont dans du surpoids, dans l'obésité, des gens qui vont être dans le deuil, des gens qui sont dans des difficultés,